Bonsoir à tous, mercredi 11 septembre, le journal de TV78 pour faire un tour d'horizon de l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Nouvelle étape dans l'aménagement et l'élargissement de la RD30. La passerelle qui surplombe l'axe départemental a été inaugurée hier. Piétons et cyclistes peuvent se rendre désormais d'Élancourt à Plaisir en toute sécurité. Le Téléthon 2019, c'est les 6 et 7 décembre. Mais le marathon pour la recherche contre les maladies rares est lancé dès samedi dans les Yvelines. Les coordinations départementales réaliseront un défi logo à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux. Et puis retour sur cet événement de la rentrée. Le 66e Festival de la Terre s'est déroulé à Méret. Un événement pour faire connaître et pour valoriser le monde agricole. Tout à l'heure aussi, nous nous parlerons de nos plus beaux habits médiévaux pour parler d'un week-end spécial à Maurepas. 18 ans tout juste qu'ont été perpétrés les attentats du 11 septembre 2001 et 2 pompiers des Yvelines ont participé aujourd'hui aux commémorations à New York. Le commandant Marc Bidard, chef du centre de secours de Magnanville, et le lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Lui n'a jamais raté une cérémonie depuis 2002, un hommage et un voyage que les 2 soldats du feu du département financent sur leur denier personnel. Le 11 septembre 2001, 343 pompiers new-yorkais ont péri dans l'effondrement des tours du World Trade Center. Circuler en toute sécurité, que l'on soit à pied ou à vélo entre Plaisir et Élancourt, c'est désormais possible. La passerelle qui surplombe la route départementale 30 a été inaugurée ce mardi. Reportage d'Aurélie Ronce, de Patrick Jacques de Dixmude et de Margot Duroy. C'est une nouvelle étape pour l'opération d'aménagement et d'élargissement de la RD30. Après plus d'1 an de travaux, cet ouvrage reliant Plaisir à Élancourt est opérationnel. Coût des travaux, 2,3 millions d'euros. Financée par la région et le département, cette passerelle permet de favoriser les circulations douces. C'est bien la démonstration qu'on peut favoriser toutes les mobilités dans un département qui a par définition une dominante voiture. Puisque pour aller d'un point à l'autre des Yvelines, les transports en commun sont insuffisants. C'est bien donc les circulations en voiture, en 2 roues et à pied qui doivent être privilégiées. Démarré en 2015, le chantier de la RD30 a notamment permis la mise en service en mars 2018 des 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, au-dessus de la RN12, cette charpente métallique d'une longueur de 122 mètres et 5 mètres de large complète le maillage cyclable jusqu'au quartier de la Clé-Saint-Pierre à Élancourt depuis Plaisir. On se rend compte que non seulement c'était attendu pour les quartiers de Plaisir qui sont de l'autre côté de la nationale, mais également pour relier à Montigny sur la gare et puis aussi, pourquoi pas, à Magny-les-Hameaux au fin fond de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les travaux d'une seconde passerelle reliant Plaisir le bois de la Crâne débuteront à l'automne 2019 pour une livraison attendue en 2020. Une passerelle que vous pourrez franchir, pourquoi pas, avec un vélo électrique. L'Île-de-France va mettre en place une aide pour inciter à l'achat de ces 2 roues à partir de février 2020. Annonce aujourd'hui de la présidente de la région, Valérie Pécresse, lors du lancement du Véligo. Ce coup de pouce sera plafonné à 500 € par francilien et sera cumulable avec les aides municipales déjà en place. Écoutez Valérie Pécresse au micro de Marilène Apicino et de Rodolphe Blondel. Moi, ce que je veux, c'est en finir avec les inégalités territoriales. Il y a des maires qui ont mis les aides à l'achat de vélos, il y a des maires qui n'ont pas les moyens de les mettre en Île-de-France, notamment quand on habite dans des villes populaires, notamment quand on habite dans des petits villages. Donc le sujet, c'est que chaque francilien, à partir de février 2020 et jusqu'à l'été, aura une aide de 500 € cumulable avec les aides municipales dans le plafond de 500 €. Ça veut dire qu'un Parisien, il aura 100 € de plus que l'aide municipale, mais un habitant de la Courneuve, un habitant de Magny-en-Vexin aura aussi 500 €. Dans l'actualité également, un début de mois de septembre particulièrement sec. Conséquence, la préfecture des Yvelines a placé de nouveau le département en alerte sécheresse. Les débits de rivières sont toujours à la baisse, une situation qui s'est aggravée depuis début août. Sont interdits notamment les lavages de véhicules à domicile, l'arrosage des espaces verts publics et privés ou encore l'irrigation de grandes cultures la journée. Et les prévisions météo n'annoncent pas de précipitations significatives dans les prochaines semaines.
Il s'engage dans la fronde actuelle des communes contre les pesticides. Le maire de Guyancourt, François Morton, interpelle la ministre de la Transition écologique sur le sujet dans un courrier. Une démarche similaire à celle de Villepreux cet été. Le contexte, plusieurs maires de France ont pris des arrêtés anti-pesticides, des initiatives illégales. En témoigne la convocation ce vendredi de la maire du Perret-en-Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles. Et dans cette lettre, François Morton convient que les arrêtés pris par ses collègues maires ne sont pas la meilleure solution, mais comprend leur démarche. Il revient à l'État de mettre en place tous les moyens nécessaires pour préserver notre environnement et nous protéger des pesticides, estime-t-il. L'élu demande à la ministre un plan éco-phyto plus ambitieux dans ses objectifs et son calendrier. Un plan, pour rappel, qui doit permettre d'ici 2025 la réduction de moitié de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Aller vers le zéro phyto, justement, un objectif qui fait partie de l'ensemble des solutions mises en place par certaines communes du parc de la Haute-Vallée de Chevreuse. Dans le cimetière du Ménil-Saint-Denis, par exemple, la végétation a repris ses droits dans les allées. Plus de produits toxiques utilisés par les agents. Les résultats sont positifs et encourageants, mais le procédé n'est pas accepté de tous. Le reportage de Gwenaëlle Saint-Hilaire. Des herbes hautes, des fleurs qui poussent où bon leur semble. Malgré les apparences, ce cimetière n'est pas à l'abandon. En choisissant le zéro phyto, la ville du Ménil-Saint-Denis fait partie des 30 communes du parc naturel de Chevreuse à laisser la nature reprendre ses droits. Et nous sommes passés en zéro phyto complet à partir de 2014 et la problématique que l'on a identifiée était la problématique du cimetière qui était envahi par les mauvaises herbes. Donc on a travaillé avec le PNR sur une étude qui avait été proposée à toutes les communes volontaires pour étudier le mode de gestion des cimetières dans le cadre du zéro phyto et pour lequel donc, le résultat de l'étude donnait une préconisation d'enherbement. Donc on a eu un plan spécifique d'enherbement et de fleurissement sur le cimetière. Le parc de Chevreuse a mis en place une matinée de rencontres entre élus et techniciens de la ville. Un partage d'astuces et de méthodes pour réduire l'usage des phytosanitaires dans les cimetières. Il faut prévoir des solutions alternatives préventives comme limiter l'entretien des espaces, privilégier l'eau de pluie ou encore planter de nouvelles espèces florales. Les premiers résultats sur l'eau et les milieux naturels sont visibles. Les risques pour l'homme et la biodiversité sont ainsi fortement réduits. Ces rencontres ont pour but d'informer et de sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter dans plusieurs communes du parc. Un objectif à répandre dans d'autres villes. Le but de cet événement est mettre l'intelligence artificielle au service du renouveau et du développement des territoires. Le deuxième forum européen du secteur s'est déroulé en début de semaine au château de Rambouillet. Il était organisé par plusieurs partenaires dans le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Le rendez-vous qui accueillait notamment une délégation allemande. Les précisions avec ce sujet de Manon Varaldo et de Rodolphe Blondel. Le deuxième forum de l'intelligence artificielle s'est déroulé au château de Rambouillet. Objectif, parler des solutions de l'intelligence artificielle au profit des territoires avec des secteurs privilégiés, la santé, la sécurité, les transports. Un plan IA doté d'1,5 milliard d'euros. L'objectif de l'État, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'intelligence artificielle. L'intérêt de Rambouillet, c'est tout d'abord de montrer ce que nous défendons avec Valérie Pécresse et ce qu'elle a à cœur de défendre, que la région est polycentrique. Tout ne se passe pas à Paris. Vous avez en fait une région qui est très diverse. Parler des solutions de l'intelligence artificielle au profit du territoire, c'est la raison de la venue de ce jeune chef d'entreprise issu de la recherche de l'Institut yvelinois VDCOM. On vient pour présenter donc nos solutions, en fait, nos outils en termes d'intelligence artificielle qui sont issus maintenant de 5 ans de recherche et qui visent en fait à montrer de la connaissance de la mobilité sur les territoires, donc à l'usage des territoires pour les territoires. Un des thèmes de ce deuxième forum européen de l'intelligence artificielle, les territoires ruraux intelligents. Ce quarantenaire installé à Rambouillet est le fondateur d'un site internet. On est présent sur plus de 37 pays. Avec vraiment une identité pièces agricoles et maintenant matériel agricole sur le web. Donc l'IA, ça fait déjà quelques années qu'on y est. Objectif pour les collectivités, attirer ces entreprises sur leur territoire pour développer le secteur de l'intelligence artificielle.
Le compte à rebours du Téléthon lancé dès ce week-end dans les Yvelines, alors que l'événement se tient les 6 et 7 décembre prochains. Les coordinations départementales vous invitent pour un lancement dès samedi à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux. Défi logo notamment au programme. Et pour en parler, Christine Lecoeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Téléthon de Villepreux qui est directement engagée dans l'organisation de cet événement. Pourquoi lancer cet événement du Téléthon, lancer le Téléthon au niveau départemental à 3 mois de l'événement national? En fait, c'est un événement inédit, puisque c'est la première fois que ça se produit en France. L'AFM nous fait confiance. Et voilà, la coordination nous accompagne dans ce projet. Et pourquoi Pour promouvoir toutes les démarches des bénévoles, les actions qui sont l'ingéniosité qui est mise en œuvre pour le Téléthon, et ça prépare le compte à rebours, en effet, comme vous avez très bien dit, puisqu'on a moins de 100 jours du week-end du Téléthon, et ça aussi, c'est fait pour mobiliser tous les bénévoles dont on a besoin. Sensibiliser dès maintenant, parce que bon, finalement, les 6 et 7 décembre, ça va être un marathon, 2 jours, très rapidement, mais on peut se mobiliser avant, on peut préparer les choses avant. On a énormément d'associations, et on les encourage d'ailleurs, qui sont nos partenaires, qui organisent maintenant des événements avant le week-end du Téléthon, et ça permet aussi de mettre l'accent ou de mettre en valeur encore plus les démarches de chaque association. Je pense notamment au Motoclub de Villepreux qui organise une sortie moto pour tous les débutants le 6 octobre. Et ça se fait en dehors du Téléthon, mais c'est de l'argent qui sera pour le Téléthon, qui rentrera dans la comptabilité des recettes de fin d'année. Alors cet événement, c'est samedi, rendez-vous fixé à 14h à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux. Une promesse, un festival de surprises qui attend les participants, un événement qui s'est préparé, on l'imagine, avec de nombreux partenaires. Vous parliez d'une association de Villepreux, ça s'est fait avec plusieurs associations, cet événement? Alors l'association phare et il en fallait de l'audace, elle s'appelle Audace, elle porte très bien son nom, puisque c'est l'association des pilotes de Chavenay-Villepreux, qui ont vraiment été, ce sont des fidèles partenaires, et qui nous ont vraiment ouvert les portes et ouvert leur expertise aussi. Quel plus bel endroit pour illustrer le thème national qu'un aérodrome. Et justement, le thème national cette année, c'est la hauteur. Il y aura un défi logo qui va être relevé par des enfants, notamment, qui porteront, vous êtes venus avec ce t-shirt, on va peut-être le voir à l'image, voilà, ce t-shirt de l'AFM Téléthon. Expliquez-nous, c'est quoi ce défi logo? Comment va-t-il se dérouler? Alors ça, c'est une idée folle qu'on a eue. Alors les idées, c'est toujours simple de les avoir. Après, pour les mettre en œuvre, c'est parfois un peu plus compliqué. Là, j'avoue que énormément de temps et d'énergie ont été investis pour préparer ce défi logo. C'est une démarche villepreusienne avec des enfants et des parents, mais surtout des enfants qui vont participer à ce défi. Il y a plus d'une centaine d'enfants qui vont relever le défi sur la hauteur. L'idée, c'était de réaliser le dessin du logo avec des humains au sol. On s'est entraîné la semaine dernière. Ça a été un grand moment d'émotion déjà, rien que sur l'entraînement. Donc là, j'ai hâte de voir le résultat à Chavenay. Et là, c'est une préparation technique pour pouvoir réaliser ce défi. Technique, organisationnelle, logistique. Par exemple, les enfants, je révèle quelques secrets, vont arriver avec des accompagnateurs en cortège à l'aérodrome. Et donc, ils sont encadrés par le Motoclub de Villepreux. À leur arrivée, il y a une mise en place, parce qu'il faut le dessiner, ce logo au sol. Donc, à l'arrivée, il y aura cette mise en place-là avec des gens qui seront sur place avant. Et puis, là, j'ai assisté, on a préparé la dernière réunion là, lundi matin avec la coordination et puis Audace. Et là, je vous avoue que les prises de vue vont être faites d'un avion. Et là, ça devient très technique, mais c'est une prouesse incroyable. Voilà. Une prouesse ce samedi à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux. Alors malheureusement, les inscriptions pour participer à ce défi sont d'ores et déjà closes, mais on peut venir à partir de 14h pour cette grande journée, ce grand lancement du Téléthon au niveau départemental. Il y aura plusieurs animations proposées. Il y a beaucoup d'animations. Je ne vous révèle pas toutes les surprises, mais je vous assure qu'il y en a de taille. Donc, il y a notamment quand même parce qu'on est là pour la recherche, c'est le principal objectif, et pour la lutte contre les maladies rares. Donc, il y aura des conférences, 3 conférences dans la journée, des gens de l'AFM, des malades qui seront là aussi, des familles, pour vous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien,
les démarches, qu'est-ce que c'est le Téléthon, et puis surtout, ils vont intégrer un milieu de passionnés, les passionnés du Téléthon et les passionnés de l'aérodrome, de l'aviation en fait. Et c'est un beau mélange. Donc j'espère que ça va leur plaire. Plein de surprises. Venez sur place pour les découvrir. Vos espérances pour que ce lancement départemental soit une réussite? Nos espérances, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent parce qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin d'ambassadeurs du Téléthon. On espère que tous ces enfants vont repartir avec des souvenirs plein la tête, mais les grands aussi. Je vous assure qu'il y a des belles surprises pour les grands. Et voilà, plus on sera dans le Téléthon et plus on sera fort, plus on va récolter d'argent et plus on va avancer dans la recherche et guérir de plus en plus de maladies avec les biothérapies notamment qui sont en plein essor actuellement. Rendez-vous fixé à 14h ce samedi à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux pour ce lancement départemental du Téléthon 2019. Vous retrouvez toutes les informations sur la page du Téléthon, la page Facebook du Téléthon de Villepreux. Merci Christine Lecoeur d'être passée en plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente du Téléthon de Villepreux. Mercredi, jour de sortie dans les salles, jour aussi de notre visite dans les cinémas du territoire. Ce soir, présentation des films à l'affiche au Ciné 7 à Élancourt. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors dans les salles cette semaine et notamment au Ciné 7, le très très beau film d'animation que j'ai eu la chance de voir à Cannes de Zabou Bretman et je ne veux pas écorcher son nom, Eléa Gobé-Mevele, qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Donc c'est une adaptation d'un roman de Yasmina Khadra et ça nous plonge en 1998 à Kaboul, ville qui vient d'être soi-disant libérée du joug russe par les talibans et où on assiste évidemment à une espèce de terreur qui s'installe, des exécutions sommaires, etc., etc. Et on va suivre l'histoire de deux personnages principaux, deux jeunes afghans qui s'appellent Mohsen et Zunera, qui sont pleins d'utopie, pleins de rêves et qui cherchent à vivre leur amour tranquillement, le plus tranquillement possible dans Kaboul, jusqu'au jour où Mohsen va commettre l'irréparable. Je ne vous en dis pas plus. Donc c'est à découvrir dans nos salles. C'est un très très beau film d'animation qui fait penser à Ernest et Célestine, puisque Eléa a travaillé sur le film Ernest et Célestine. Donc c'est très très fluide, c'est très très beau. Très très belle musique aussi, donc vraiment n'hésitez pas, courez et ne soyez pas rebutés par le fait que ce soit un film d'animation et aussi à voir dans nos salles 2 mois la dernière livraison de Cédric Clapiche, très réussi. À côté d'Élancourt, à Morpa, on vous propose ce week-end un saut dans le temps, retour tout droit au temps des chevaliers. Une semaine avant les journées du patrimoine, un camp médiéval sera installé à la ferme de la ville. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h. Une animation proposée par l'association locale de Morpa d'hier et d'aujourd'hui et aussi par la vôtre. Philippe Lausson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des regrattiers d'histoire. Alors, une première question pour débuter cette interview, une question même à double sens. Qui sont les regrattiers? Alors, avant de parler de votre association, regrattier, je crois que ça fait référence à un terme du Moyen-Âge. C'est un terme du Moyen-Âge, c'était une corporation, un métier en quelque sorte, qui consistait à aller récupérer sur les tables des riches, de récupérer les reliefs de repas et ensuite de les reconditionner pour les revendre ensuite à des personnes moins aisées. Voilà, ça pouvait être également des étoffes, les vêtements, etc., qui étaient reconditionnés. Et du coup, votre association, les regrattiers d'histoire, je vais y arriver, l'idée c'est de restituer cette histoire au grand public. Donc on va piocher dans l'histoire pour le restituer au public, avec de l'ancien, on fait du neuf, ou avec... voilà. De quelle manière vous faites de la reconstitution notamment? Alors nous faisons de la reconstitution de différentes manières. Déjà, simplement par un camp ouvert au public, qui permet de visualiser la façon dont nous préparons la cuisine, par exemple. Mais ça peut être également du tissage, ça peut être de la broderie, ça peut être bien sûr des hommes d'armes également. Ça peut être au travers des jeux aussi qui étaient utilisés à l'époque, des jeux de hasard ou de stratégie tels qu'ils étaient à l'époque. Ça peut être... un tir à la corde, on a oublié un peu le tir à la corde, mais on peut faire pratiquer le tir à la corde, faire participer le public au tir à la corde. Donc, faire revivre par exemple ces activités. J'imagine aussi qu'il y a tout un travail de recherche pour bien sûr. Restituer cette histoire, qu'il n'y ait pas forcément d'anachronisme aussi. Exactement, nous sommes très attachés à l'historicité de ce que nous présentons, que ce soit par nos costumes, par notre table, les accessoires que nous utilisons, nos armures,
On utilise beaucoup ce que nous pouvons retrouver au travers des enluminures ou en travers des pierres, enfin des vieilles pierres, des sculptures, voilà, des bas-reliefs, etc. Pourquoi faire revivre le Moyen-Âge? C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer le Moyen-Âge comme une période noire, une période d'épidémie, de guerre, pas forcément une période positive. C'est vrai, c'est une période, on va dire un peu magique dans l'esprit de chacun quand même. Oui, c'est une période qui a eu ses périodes effectivement de guerre, de désastres, de peste. C'est vrai. Mais c'est aussi la période qui a vu sortir de terre les cathédrales, une période très riche, beaucoup de cultures qui traversaient avec les moines copistes qui recopiaient des textes. Oui. Beaucoup de progrès malgré ce qu'on peut en penser. Exactement. Alors vous reconstituez plus particulièrement le Moyen-Âge au XVe siècle, c'est ça? Parce que c'est une période très large, le Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge, c'est effectivement très très large jusqu'à la Renaissance, on va dire. Et donc on est plutôt sur, on va dire, la deuxième partie du XVe siècle, quoi. Qu'est-ce qu'on pourra trouver dans votre camp médiéval samedi et dimanche? Qu'est-ce qui est prévu? Sur notre camp médiéval, nous allons avoir les jeux, là j'en parlais tout à l'heure, donc le public pourra participer, pourra s'exercer aux pratiques à la pratique des jeux, que ce soit des jeux de dés, de hasard ou de stratégie. Ça pourra être de voir nos soldats, nos hommes d'armes au travers de combats, présentations. On pourra éventuellement, si on nous y autorise, présenter de l'artillerie, parce que à partir du XIVe siècle, on a commencé à voir les canons apparaître. Donc, on a des petites pièces assez rudimentaires, mais qui représentent bien ce qui était utilisé à l'époque. Donc le côté armes, le côté combat, est-ce qu'on pourra voir peut-être des artisans de l'époque, de l'artisanat Alors, on a quelques artisans, mais bon, on ne fabriquera pas nos épées, bien sûr, sur place. On n'a pas de forgeron. On a de la musique également, des musiciennes on a une harpiste notamment qui animera. On peut faire de la danse. On pourra faire participer le public à c'est ça l'idée, c'est de faire participer le public. C'est de faire participer le public. C'est d'avoir le plus d'échanges possibles avec le public pour leur dire, voilà, le Moyen-Âge, c'était ça. Essayer de retirer les idées fausses, l'épée qui pèse 10 kilos, par exemple. Non, l'épée ne pèse pas 10 kilos. Voilà. Donc c'est de déconstruire certaines idées reçues. Donc vous l'avez dit, plein d'animations prévues. Est-ce qu'il y a des temps forts sur le week-end ou finalement Je dirais un peu tout le temps. Peut être au gré du temps qui passe. Ça va être, par exemple, nos hommes d'armes qui vont faire des démonstrations d'escrime, de combat. Ça peut être également l'artillerie, également, qui est un moment fort. Ça peut être le moment de danse. C'est tous les moments. Je pense que tous les moments sont forts en fait. Il suffit de discuter avec nos collaborateurs, quoi, en fait, de parler avec chacun. Ça peut être l'hygiène au Moyen-Âge également. L'hygiène au Moyen-Âge, comment on se lavait au Moyen-Âge. C'est très important de savoir comment on se préparait, comment on fait sa toilette. Les expressions également qu'on utilise encore la langue française a évolué. Par exemple, une autre paire de manches, c'est une expression qui date du XIVe siècle. Ce sont des expressions qu'on pioche tout droit du Moyen-Âge. Exactement. Eh bien, on vous souhaite un bon camp médiéval. Merci Philippe Lausson, vous êtes le président de l'association des regrattiers d'histoire. Oui. Et on peut également se rendre sur votre site internet pour avoir plus d'informations, parce que vous faites des reconstitutions un peu partout dans la région, notamment dans les Yvelines, qui est un territoire avec de nombreux vestiges également du Moyen-Âge. Ça peut être, voilà. Merci d'être passé en plateau. Merci à vous. Et puisqu'on parlait d'histoire, c'est un rendez-vous traditionnel depuis de nombreuses années. Le 66e Festival de la Terre s'est déroulé à Méret. Le thème choisi cette année, l'agriculture d'hier à demain, un événement pour sensibiliser le public au monde agricole. Retour avec Mathilde Demilly. Entre les convois agricoles, les bottes de paille, les animaux de la ferme et les stands de produits locaux, on pouvait trouver cette année pour le 66e Festival de la Terre la grande nouveauté, la course d'âne. On a mis en place les courses d'âne, tout simple, dans un rayon avec un petit chariot sulky derrière. Et puis l'âne, têtu comme il est, soit avance, soit s'arrête, soit s'assoit. Et ça a très très bien marché, les gens étaient heureux. Voilà, c'était un spectacle, les ânes, c'est vraiment magnifique. Un lieu de rencontre entre agriculteurs, producteurs et visiteurs. Pour Rachel, qui vient pour la première fois, c'est l'opportunité de faire découvrir à sa fille le milieu rural. On a fait les tours en tracteur, tous les jeux pour enfants.
On a assisté pas aux moissonneuses, mais là où ils font les balles de four à l'ancienne. On a discuté avec les gens. Un festival pour mettre en avant les agriculteurs du territoire, notamment pendant la pause déjeuner, où les visiteurs peuvent découvrir de nouveaux produits du terroir. Nous avons mis en place une restauration issue des producteurs. Donc nous avons proposé le fameux hamburger de poulet accompagné des frites, donc frites de Jérémy Muret à Jumeauville, et le poulet qui est produit à son champ, donc sur mon exploitation. Au total, environ 15 000 visiteurs étaient présents ce week-end pour le Festival de la Terre, qui ne désemplit pas face à l'engouement des Yvelinois pour les agriculteurs et producteurs locaux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant sur TV78, premier numéro de la saison du 7-8 Société. Manon Varaldo et ses invités parleront de la méthode Montessori présente de plus en plus dans les Yvelines. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée sur TV78.